Alors, nous allons aborder le thème difficile de la comorbidité, de la polypathologie. Alors, je vais partir du principe de traiter de deux pathologies psychiatriques graves. Alors, on dit psychose, la schizophrénie, ça l'est, et puis bipolarité, c'est plutôt trouble de l'humeur. On va prendre la posture de parler de ces deux pathologies-là, d'interroger les pathologies associées que vous connaissiez mieux que moi, mais on va les reprendre. L'effet de ces polypathologies sur cette population particulière, les compétences attendues du patient polypathologique, et puis l'offre éducative, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors d'abord, rappelons la transition épidémiologique dans laquelle on est. Les maladies chroniques, ça a été bien dit ce matin, avec des millions 15 millions de personnes atteintes en France. Et maintenant, il y a une deuxième transition épidémiologique qui est en train de se faire, c'est l'émergence des polypathologies, puisqu'au-delà de 60-70 ans, fréquemment 2, 3, 4 pathologies chroniques s'associent syntriques, et une pathologie chronique en appelle une autre au bout d'un certain temps. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a une sous-estimation de la multimorbidité qui se voit d'ailleurs dans toutes les pathologies et qui fait vraiment repenser l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique a été pensée d'abord par l'OMS en 1998, puis ensuite par l'HES à partir de 2007, repris par la loi, sous la forme de programmes structurés monopathologiques. Et maintenant, on en est à se dire, mais comment faire quand on a un patient qui a plusieurs pathologies? Car on ne peut pas raisonner de la même façon, en fait. Alors, voilà un exemple d'un patient bipolaire qui il a du surpoids, il a une maladie cardiovasculaire, il a un diabète, puis il a également une consommation excessive d'alcool, de toxiques, des conduites alimentaires déséquilibrées, des troubles paniques. C'est, je pense, votre quotidien. La schizophrénie, c'est la même chose. On peut toujours tout à fait trouver cette même image. Alors, quand on entend par pathologie associée, il y a la polypathologie telle qu'elle, on pourrait la définir comme la coexistence de deux pathologies chroniques qui n'ont pas forcément de lien entre elles, sans qu'il y ait d'ailleurs de l'une qui prime par rapport à l'autre. Et puis de comorbidité, on part du principe qu'il y a une pathologie chronique index et des conséquences négatives de cette pathologie avec des pathologies secondaires aussi chroniques qui prennent leur autonomie en tant que telles, mais qui sont issues de la première, par exemple, un diabète qui entraîne une athéromatose, une coronarite, une rétinopathie, etc., etc. En fait, tout se mélange et quand on regarde bien, on peut associer... ces définitions sont importantes à considérer, mais en réalité, ça revient un peu au même dans la pratique. Alors, en santé mentale, la comorbidité en psychiatrie, d'après ce que j'ai lu, parce que comme vous avez répété, je ne suis pas psychiatre, c'est souvent sous-entendu les autres pathologies psychiatriques associées à une pathologie psychiatrique, par exemple une dépression associée à la schizophrénie, anxiété, etc., conduite suicidaire, mais aussi l'association à des pathologies somatiques. On va surtout insister sur les pathologies somatiques sans bien sûr nier le fait qu'il peut y avoir plusieurs pathologies psychiatriques associées. Alors en termes de séquentialité, en dehors des pathologies psychiatriques graves, en général, ce qui se passe, c'est la polypathologie apparaît plutôt vers le, je dirais, 2e, 3e âge, au fur et à mesure que les pathologies chroniques dégénèrent et se multiplient. Donc il y a une corrélation avec l'âge. Dans la schizophrénie et la bipolarité, c'est l'inverse. On a d'abord une pathologie index, qui est la pathologie psychiatrique, puis d'autres pathologies qui surviennent. Donc la polypathologie, pour vous, concerne plus des patients jeunes, ou du moins autour de 40-50 ans. Alors, quelles sont les pathologies associées? Eh bien, voilà, d'ailleurs, il y a une certaine similitude entre les deux colonnes, schizophrénie, le diabète, le tabagisme qui est très fréquent, puisque 30% des patients fument plus de 30 cigarettes par jour, avec les conséquences du tabagisme, le surpoids et l'obésité, dans presque la moitié des cas, des dyslipidémies, mauvais état du bucco-dentaire, et puis les effets indésirables liés au traitement, on retrouve d'ailleurs les éléments précédents qui sont liés à la pathologie liée au traitement, le surpoids, l'obésité, dyslipidémie, troubles extrapyramidaux neuroleptiques, les pathologies cardiologiques consécutives des médicaments et les hyperprolactinémies. Pour la bipolarité, un problème addictif majeur, le tabac. Alors, tabac, alcool, cannabis, drogue illicite, on trouve la même chose dans la schizophrénie aussi. Dans plus de la moitié des cas, le tabac, probablement 80% des cas. Syndrome métabolique, la moitié des cas. Surpoids, la moitié des cas. Dyslipidémie, presque la même chose. Hypertension artérielle, très fréquente aussi, avec les risques d'AVC plus importants. Le diabète, 8 à 25%, c'est-à-dire beaucoup plus que la population générale, qui est de 4%. Les dysthyroïdies liées au lithium, dans la moitié des cas.
Donc ces effets indésirables liés au traitement, on vient d'en parler pour le lithium, et puis on retrouve des choses que vous connaissez parfaitement, surpoids, troubles métaboliques, glucidiques, etc. Et puis il y a d'autres pathologies plus fréquentes, statistiquement associées, qui ne sont pas des comorbidités, mais associées, VIH, hépatite C, cancer, etc., sclérose en plaques, etc. Donc vous voyez, il y a matière à faire et à voir. Et d'autant plus que tout ceci a des effets quand même très morbides sur l'état de santé de cette population. Alors, hors pathologie psychiatrique grave, eh bien, dans le cadre de la polypathologie, on a une surmortalité, puisque les décès sont, dans 7 cas sur 10, attribués à la polypathologie. Surmortalité, surmorbidité avec diminution de la qualité de vie, surtout s'il y a plus de 3 pathologies chroniques associées. Les coûts sociétaux énormes, vous imaginez bien. Au Canada, il y a une étude qui montre que 12% des patients polypathologiques occupent 44% des séjours hospitaliers. Alors, schizophrénie, bipolarité, on peut faire aussi les mêmes listes. Surmortalité, vous savez aussi les chiffres mieux que moi. Schizophrénie, baisse de l'espérance de vie de 20%, d'autres 10 ans. En tous les cas, pas d'amélioration de l'espérance de vie par rapport à la population générale dans les 30 dernières années, alors que l'espérance de vie dans la population générale a augmenté, probablement lié au fait qu'il y a un moins bon accès aux soins de façon générale. Le schizophrène voit moins souvent son médecin généraliste, ou du moins les maladies somatiques sont peut-être moins prises en compte. La schizophrénie prend beaucoup de place. Les causes de mortalité, suicide, maladies cardiovasculaires. La bipolarité, pareil, baisse d'espérance de vie aussi importante. Et les causes de mortalité également cardiovasculaires, également les AVC et les suicides. Donc on voit qu'il y a un gros impact de la polypathologie dans le parcours de vie de la personne atteinte de ces pathologies-là. Bien entendu, les conséquences pour l'entourage sont très importantes, on l'a déjà dit ce matin, et pour la société, les coûts directs et indirects sont énormes. Donc tout ceci mérite quand même qu'on s'y penche, et notamment sur le plan éducatif. Alors, sur le plan éducatif, justement, comment on réfléchit à la polypathologie ? Bien, c'est vraiment difficile. Il y a pas mal de travaux de recherche actuellement de par le monde qui s'intéressent à ce sujet, et ils sont relativement récents. Par exemple, cette publication de Jean-François Divernois et Rémi Gagnère qui ont réfléchi sur les compétences spécifiques du patient polypathologique, qui seraient donc des compétences transversales, au-delà des compétences pour chaque maladie en silo, eh bien, il date de 2013. Et donc, vous voyez, on est en pleine ébullition et il n'y a pas de modèle didactique opératoire, comme on dit, pour dire ce qu'il faut faire en polypathologie. On ne sait pas très, très bien. Il y a des expériences à droite, à gauche, et on est en train de voir. Alors, ces compétences transversales, en fait, elles reposent, on retrouve les déterminants de santé. Nutrition, reprise de l'activité physique, compréhension des liens entre les maladies et de leur intrication. En fait, on s'aperçoit que les gens qui ont plusieurs pathologies font souvent pas les liens entre ces pathologies, surtout quand il s'agit de comorbidité, et du coup, il y a une moins bonne prise en charge aussi, enfin prise en soin, je préfère dire, en termes thérapeutiques. La prise de tous ces traitements, toutes ces pilules sur la table aussi pose la question de la gestion de cet ensemble de pilules en dehors de la notion de l'effet de chacun des médicaments pris isolément. Le patient, il a affaire à un ensemble de comprimés avalés ou d'injections. Comment il fait et comment tout ça s'intrique. Et on aborde ça d'une autre façon. On l'aborde pas, on aborde moins les choses en termes de connaissances, d'informations précises sur les traitements, mais plus comment on gère un ensemble de contraintes comme ça quotidiennes. Comment on les inclut dans la vie quotidienne et dans les habitudes. L'utilisation du système de soins, qui alors là est vraiment importante puisque le patient voit beaucoup de professionnels de santé. L'entourage qui a un rôle primordial. Le maintien des activités sociales essentielles, parce que plus il y a de polypathologie et plus il y a d'isolement social, la désocialisation, la déprofessionnalisation. On peut ajouter à cela la gestion du stress, parce qu'on sait que le stress augmente avec l'accumulation des pathologies. Et puis, une compétence à décider. On parle de patient décideur, c'est-à-dire que tous les jours, dans une polypathologie, quand on a comme ça plusieurs choses à gérer, eh bien, tous les jours, le patient va choisir ce qu'il va faire. Alors, il va faire un peu pour toutes les pathologies, mais à certains moments, il va privilégier tel aspect, ou une pathologie aiguë, intercurrente, ou telle pathologie chronique, parce qu'il vient de voir le médecin qui correspond, spécialiste
excédant sa conscience actuelle. Bref, il y a la compétence de savoir décider quoi faire avec cet ensemble très complexe à gérer tous les jours. Donc, d'autant que les professionnels n'ont pas toujours les mêmes discours, ne se parlent pas toujours entre eux. Et donc, l'un dit il faut aller à droite et l'autre à gauche, et aux patients de choisir. Et au milieu, vous ne voyez pas, mais c'est écrit « démerdez-vous ». Donc, c'est le patient qui, tout seul chez lui, doit décider ce qu'il faut faire. Alors, les besoins en termes, puisqu'on parle d'éducation thérapeutique, on parle toujours de besoins. Quels sont les besoins? Alors, les besoins, je n'ai pas trouvé de papier sur les besoins de patients atteints de pathologies somatiques, atteints de pathologies psychiatriques graves. Alors, c'est plus un peu des données un peu indirectes. Donc, il y a cette étude faite dans le réseau Carineti, qui montre, qui compare en fait un certain nombre d'éléments. Donc, le réseau Carineti, ce sont des patients qui échangent en forum internet, et donc il y a un questionnaire qui a été envoyé à des patients qui ont une pathologie psychiatrique, alors tout venant, à peu près 600, et puis des patients diabétiques et ceux qui ont une pathologie, une polyarthrite rhumatoïde. Et il a été posé un certain nombre de questions, et notamment sur le plan somatique, eh bien, c'était intéressant de voir que les patients psychiatriques avaient un ressenti de leur corps malade plus important que les patients diabétiques et les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et c'est le docteur Fanny Molière, d'ailleurs, qui va présenter cette étude samedi matin. Sinon, une autre étude de Tramier et collaborateurs sur un soin hospitalier de santé à Aulnay-le-Château. Donc auprès de patients psychiatriques, la moitié étaient schizophrènes, et donc ils ont posé la question: quels sont vos besoins? Alors bien sûr, il y a des besoins en termes psychologiques et psychiatriques que vous imaginez, mais très vite arrivent pour les professionnels, alors c'est les besoins des patients vus par les professionnels, vus par les patients et vus par les familles. Il y a le thème de la sexualité, du tabac, du diabète qui apparaît. Pour les patients, pareil, l'alimentation aussi, les douleurs, aussi les addictions, et puis les familles insistent aussi sur le tabac et puis tout ce qui est régime diététique lié au diabète et aux douleurs. Donc on retrouve ces notions-là de besoin à être aidé sur le plan éducatif par rapport à ces troubles somatiques. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit en ce sens? Ce n'est pas évident, puisqu'il existe manifestement une inadéquation de la prise en charge réelle qu'on a pour ces différentes pathologies et par rapport aux recommandations des sociétés savantes. Dans la réalité, on transgresse les frontières, forcément, parce qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'il faut pour chaque pathologie. On gère la réalité complexe du patient qui est en face de soi et on fait au mieux. Il y a donc un cloisonnement des spécialités. Les parcours sont fragmentés. Le patient, souvent, a une perte de sens du fait aussi des discours médicaux incohérents et discordants. Et donc, il y a véritablement une nécessité d'organisation des soins. Alors, en ETP, quand j'ai regardé un peu les programmes sur la schizophrénie et bipolarité, alors à part des programmes sur l'obésité chez le patient psychotique, c'est vrai, mais ça reste une monopathologie, c'est un peu particulier, mais il y a pas, au sein des programmes, quand je regarde bien, notamment les programmes psychoéducation, il n'y a pas d'éléments portant sur le diabète ou l'hypertension artérielle ou l'addiction. C'est essentiellement centré sur la maladie psychologique, psychiatrique, ce qu'on comprend bien. Et puis, j'ai regardé aussi, alors il n'y a pas d'annuaire des programmes en France, mais il y a un annuaire pour l'Île-de-France, donc j'ai regardé tout ce qui est en psychiatrie, les 20 programmes sur la schizophrénie et 6 sur la bipolarité. Eh bien, aucun n'est intitulé polypathologie en psychiatrie. Alors, ça montre bien la difficulté des choses. Alors, je vais reprendre tous ces éléments-là que vous connaissez aussi très bien, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui. On a des difficultés, effectivement, avec ces patients. Le patient schizophrène a un déficit de l'insight, des troubles cognitifs, des habiletés sociales, difficultés à communiquer. Donc, on pourrait penser que, vu tout cela, à part bien sûr les traitements médicamenteux et tout le soin que vous apportez, il serait intéressant que le patient participe à un programme de TP sur la schizophrénie préalablement pour acquérir un maximum d'insight, de stabilité, pour ensuite aborder ces aspects somatiques. Bien sûr, associant sa famille, c'est absolument fondamental, et pour rendre le patient acteur. Et puis pour le patient bipolaire, on sait que aussi c'est un autre paradigme,
Mais il y a aussi des troubles de l'attention, surtout en phase dépressive maniaque, mais aussi en phase de stabilité, des déficits de la motivation. Et là aussi, on peut se dire, bon, autant que la personne fasse d'abord un programme sur la bipolarité, alors que ce soit d'ETP, psychoéducation, on part du principe que ça va un peu dans le même... On va partir, c'est le même paradigme, et pour aborder avant la somatisation. Donc, quel parcours éducatif possible? Eh bien, de ces patients, mais surtout des aidants, et j'insiste sur les aidants, mais pour ces patients et ces aidants, des programmes spécifiques pour la schizophrénie, pour les patients, ou par exemple pro-famille, pour les familles, bipolarité. Et puis, comment on pourrait faire pour les autres pathologies donc annexes? Alors, on pourrait faire des activités éducatives isolées. Ce matin, il a été dit, l'ETP, ce ne sont pas que des programmes. C'est tout à fait vrai. La HAS a défini les activités éducatives isolées avec une définition très précise qui sert pour la certification des établissements en santé. Et de même qu'on doit, pour avoir cette certification, dire le nombre de programmes, les thématiques des programmes dans tel et tel établissement, il est aussi demandé de recenser le nombre d'activités éducatives isolées. Autant vous dire que c'est quasiment pas fait. Enfin, nous, on l'a fait à Montpellier. Je vous en parlerai. Je peux vous en parler tout de suite. Et d'ailleurs, on a trouvé qu'à côté des 36 programmes qu'on menait, eh bien, on avait 84 activités éducatives isolées. Par exemple, quand c'est une pathologie très grave ou une équipe très petite. Alors, on a des choses sur la tuberculose, on a des choses sur le mélanome, sur différentes pathologies où il y a 1 ou 2 ou 3 soignants qui s'en occupent. Voilà, donc on pourrait tout à fait considérer que le patient schizophrène ou bipolaire puisse bénéficier d'activités isolées donc, sur le diabète, syndrome métabolique, addiction, surtout le tabac et puis les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Mais il faudrait aussi penser que ce soit fait par des spécialistes et qu'ils soient formés à l'éducation thérapeutique, si on est logique et cohérent. Ou bien, on peut penser aussi que le patient puisse intégrer des programmes monopathologiques sur ces différentes thématiques. Exemple, un programme sur l'obésité. Alors, il existe des programmes sur l'obésité pour le patient schizophrène, par exemple. Mais est-ce qu'un patient schizophrène ne peut pas intégrer un programme sur l'obésité tout venant? Est-ce qu'on ne peut pas mélanger les patients? On va en parler après. Alors, programme polypathologie en psychiatrie. Tout à l'heure, j'ai dit que j'en ai pas trouvé, du moins en Ile-de-France. Alors, en France, d'une façon générale, j'ai pas eu moyen de chercher. Enfin, le hasard a voulu que j'en ai parlé à Jérôme Attal, qui est médecin psychiatre ici, qui m'a dit que justement, dans son équipe, ils avaient créé un module qu'ils appellent Bien-être, qui intègre des activités liées de psychoéducation, centrées sur les activités sexuelles, l'alimentation, l'activité physique et les addictions. Donc, par rapport aux compétences transversales que vous avez vues tout à l'heure, il y a une certaine similarité. On pourrait dire que ça pourrait être un début de quelque chose de l'abord transversal de la polypathologie. Ce module s'insère dans 4 modules qui sont créés par la Fondation fondamentale, ouais, c'est ça, le patient expert, et qui est en train de se créer. Et donc, les Montpelliérains avaient cet aspect déterminant de santé à créer. Donc, ça fait 1 an qu'ils font ça. Ils ont intégré 20 patients. Et ils ont fait l'évaluation avec une interne qui a fait sa thèse dessus. C'est vraiment très intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est un début. Il se passe des choses. Et puis, il est aussi possible d'utiliser des programmes polypathologie qui seraient créés à droite à gauche. Alors, le à droite à gauche, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il se trouve qu'on est en train d'en créer un à Montpellier. Donc, pour aller au plus vite, je vais juste vous montrer la liste des activités éducatives en groupe. On ne fait que du groupe. Pour les patients, toute pathologie. L'idée, c'est de mélanger les patients. Les pathologies, plutôt, et puis les patients. Donc, on a un atelier sur l'intrication des différentes pathologies et les facteurs de risque, faire les liens entre les choses, entre ces pathologies, vivre bien avec ces traitements, avec un abord donc très transversal, l'alimentation de façon très générique, avec comment on s'alimente de façon générale, les représentations d'alimentation, l'insertion dans la vie quotidienne, etc., les croyances, les régimes, etc. L'activité physique, on utilise la marche nordique pour sensibiliser la personne au fait de bouger et de sortir de la sédentarité. Sommeil et rythme de vie, gestion du stress, connaissance du système de santé et des droits, reprendre une activité professionnelle, s'orienter dans le numérique, on va en parler tout à l'heure,
avec Internet, les objets connectés, etc., les serious games. Et puis le développement personnel par l'art. Alors photo, expérience, peinture, gravure, théâtre. Voilà. Donc on est en train de créer ça va commencer début 2017. Et la question qui se pose, c'est en faisant ce topo-là, je me suis posé, oui, la question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas intégrer des patients atteints de schizophrénie ou bipolaire? Et je posais la question d'ailleurs aux professionnels spécialistes de la question. Peut-on le faire? Et ils m'ont dit oui. On va en parler juste ici. Alors d'abord, en termes de séquentialité. Tout à l'heure, j'ai dit ça serait logique de penser qu'il faille proposer à ces patients d'intégrer un programme spécifique sur la pathologie psychiatrique grave et ensuite qu'ils aillent vers le somatique. En fait, ce n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, ça rejoint une remarque de tout à l'heure. Il faut voir le besoin du patient. Et le besoin du patient, le docteur Attal me disait qu'il y a des patients qui préféraient directement aller vers le programme bien-être et parler de sexualité d'emblée, ou parler d'emblée d'alimentation, etc. Et que notre idée un peu de soignant qui est algorithmique et séquentielle n'est pas forcément celle du patient. Donc la polypathologie transversale peut être une entrée en matière, une entrée dans l'éducation thérapeutique et peut-être déboucher après sur s'intéresser à l'ETP de la pathologie concernée. Donc pour ce qui est... alors, je ne parle pas de psychiatrie, mais on le constate tout à fait pour les autres pathologies. Par exemple, quelqu'un qui a une hypertension, une obésité, une polyarthrite rhumatoïde, et puis, je ne sais pas quoi, un cancer en plus, en cours de traitement, s'il vient directement dans le programme polypathologie d'emblée, qui vient adressé par un médecin généraliste de ville, ça ne nous gênerait pas. Alors, bien sûr, après, on lui proposerait autre chose. Mais... Donc, on peut penser peut-être la même chose pour la psychiatrie. Et puis... Donc, voilà, il y a cette séquentialité qui est un point d'interrogation. Est-ce qu'on peut mélanger les patients? Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Pour les patients schizophrènes, alors d'après ce que j'ai entendu, ça serait possible, dans la mesure où le patient accepte, et souvent il n'accepte pas de rentrer dans les programmes de TP. On parlait d'entretien motivationnel pour rentrer dans un programme de TP tout à l'heure, mais ce n'est pas acquis d'emblée du tout. Et d'ailleurs, de façon générale, dans toutes les pathologies, un patient sur deux refuse un programme de TP. Donc c'est les statistiques globales, à un moment donné. Donc, d'après un psychiatre que j'ai interrogé, 3/4 de ceux qui seraient d'accord pour faire partie d'un programme, d'après lui, seraient susceptibles de rentrer dans un programme de polypathologie. Patient bipolaire, pareil, s'il est stabilisé, volontaire. Alors, quand même se pose la question de l'organisation des soins par rapport à cela. D'abord, je vais revenir quand même sur la diapo d'avant. Le frein, ça serait les patients, mais ça serait aussi les professionnels de santé, parce qu'on a eu l'expérience de vouloir envoyer adresser plutôt, pas envoyer un patient schizophrène, par exemple, suivre un programme d'obésité tout venant. Eh bien, ce n'est pas le patient qui a freiné, mais ce sont les professionnels qui géraient l'obésité, qui ont eu peur. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissances et de croyances, et il faut beaucoup se parler pour changer les habitudes et prendre confiance. Donc il faut une organisation des réseaux en soins, pas évident, vous le savez, prise en charge psychiatrique, prise en charge somatique, coordonner tout cela. Un système d'information transversale et l'informatique nous aide beaucoup là-dessus, puisqu'il faut se parler. Il faut de la coordination. Alors c'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent, des secrétaires infirmières de coordination, mais peut-être la meilleure coordination, c'est le patient lui-même, dans la mesure de ses capacités, mais surtout l'entourage. Et d'ailleurs, c'est la réalité, c'est ce qui se fait. Et puis, cette fameuse interdisciplinarité, alors autant l'interdisciplinarité, on la promeut en éducation thérapeutique, alors encore plus en polypathologie, parce que plus c'est complexe, plus il faut aller vers l'interdisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est la juxtaposition des tâches. Donc, chaque personne agit les uns à côté des autres. L'interdisciplinarité, c'est l'interaction, c'est l'intrication des tâches, c'est-à-dire chacun fait une tâche, mais il y a une zone d'intersection entre ces tâches et donc de communication. Cela demande de reconnaître les compétences des autres, le rôle des autres, faire confiance, partager le pouvoir, partenariat, beaucoup communiquer, etc., un certain nombre de critères. Et là, on est encore plus là-dedans. Donc, on doit sortir des silos. On doit vraiment raisonner en transversal, le patient faisant partie, bien sûr, de cette transversalité. Donc, en conclusion, la polypathologie est un réel problème qu'il faut prendre à bras-le-corps en termes somatiques, en termes de soins somatiques, mais aussi en termes éducatifs. On ne sait pas encore très bien comment faire, comme j'ai essayé de vous le montrer, mais il y a des pistes. Renforcer le rôle de patient acteur et surtout de l'aidant et de la famille actrice.
Je n'ai peut-être pas encore assez insisté dans les diapositives précédentes, mais autant peut-être le patient va être réticent à suivre quelque chose sur le diabète, l'hypertension, mais ses aidants peuvent, eux, s'intéresser et suivre des programmes en tant qu'aidants sur ces pathologies-là pour aider le patient. Développer les programmes polypathologie en psychiatrie spécifiques des patients psychiatriques, en ciblant les pathologies qu'on a dit, et développer la culture en éducation thérapeutique et peut-être justement cette identité double soignant-éducateur qui est un changement identitaire. Et nous, vraiment, on le voit tous les jours, ça. Il y a un glissement identitaire du soignant qui, à partir du moment où il a été formé et qui pratique l'ETP au fil du temps, alors je ne parle pas de psychiatriques, hein, mais qui sont peut-être plus effectivement à l'écoute de cette subjectivité quotidienne, mais surtout les somaticiens qui sont très objectivistes, eh bien, il y a un glissement identitaire, et c'est vrai que, par essence, le soignant, par essence, hein, du fait de sa formation initiale, n'est pas porté à faire de l'éducation, et par essence, l'éducateur n'est pas fort tenté à faire du soin. Donc là, on a effectivement une double identité, une double casquette, et au bout d'un certain temps, on peut imaginer une fusion de ces deux casquettes où il y a une sorte de jonglerie, là, je ne sais pas si ça se dit jonglement, qui se ferait avec le patient, où on alternerait les rôles et ça se ferait de façon harmonieuse. Voilà, donc je voudrais remercier le docteur Attal et Fanny Molière qui m'ont bien aidé, Brigitte Ayten-Majouk, cadre de santé à l'UTEP, et merci de votre attention.